Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de la série TIBCO France Tech Talks, qui sera une série de webinars pendant lesquels nous explorerons à chaque fois une demi-heure une nouvelle technologie, une dernière innovation ou un nouveau concept. Donc, le premier épisode aujourd'hui est consacré au serverless et au function as a service. Je suis Vincent Marqueton, Lead Solution Engineer chez TIBCO depuis 10 ans, et je travaille principalement avec les opérateurs télécoms un petit peu partout dans le monde, et je m'intéresse également beaucoup aux dernières innovations, et en particulier au serverless, d'où ma présence pour animer ce webinaire aujourd'hui. Dans la demi-heure qui vient, nous allons d'abord parler de l'évolution vers le serverless, voir où nous en sommes aujourd'hui. Ensuite, nous définirons le serverless. Nous listerons ses avantages, ainsi que, dans certains cas, ses éventuels inconvénients. Et sur la base de ces avantages et éventuels inconvénients, nous définirons les meilleurs cas d'utilisation pour le serverless. Ensuite, je vous parlerai de Project Flogo et de sa version entreprise, TIBCO Flogo Enterprise, qui est le framework de TIBCO pour le serverless. Et nous l'utiliserons dans une démonstration pour deux cas d'utilisation. Un premier cas que nous construirons de bout en bout ensemble, qui sera un back-end pour un robot conversationnel. Et deuxième cas d'utilisation de la démonstration, qui sera le traitement d'événements issus de l'IoT. Avant de définir ce qu'est le serverless, regardons l'évolution. D'abord, il y a eu les serveurs physiques, puis les machines virtuelles, puis les conteneurs, et maintenant, donc, le serverless qui exécute des fonctions. Et ce que l'on voit en les plaçant sur ces axes, c'est que cette évolution a permis de prêter de moins en moins attention à l'infrastructure, donc de réduire l'effort consacré à la gestion de cette infrastructure, et inversement, de pouvoir se concentrer sur la logique métier. Donc ça a été vrai jusqu'ici pour les conteneurs, jusqu'aux conteneurs, et on verra dans cette présentation que c'est également vrai, ça va être vrai également pour le serverless. Mais je vais tout de suite faire une petite mise en garde, puisque si tout ce qui était déployé sur des serveurs physiques a pu être migré dans des machines virtuelles, puis dans des conteneurs, cela ne sera pas vrai pour le serverless, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Tout ce que vous avez aujourd'hui dans une machine virtuelle ou un conteneur n'a pas vocation à être migré demain vers une fonction serverless. Pour comprendre comment évoluent les nouvelles technologies, Gartner utilise leur concept de Hype Cycle et ils ont publié chaque année une nouvelle version sur laquelle ils positionnent toutes les nouvelles technologies jusqu'à ce qu'elles soient donc pleinement adoptées, ce qu'ils appellent le plateau of productivity, ou pour certaines abandonnées, elles vont disparaître du Hype Cycle. Donc tout commence avec la naissance d'une nouvelle technologie, d'un nouveau concept, donc l'innovation. Et pour le serverless, même si le concept était né quelques années plus tôt, c'est réellement en 2014 qu'on a commencé à en parler avec le lancement par Amazon de la première offre de serverless computing, Amazon Lambda. Et chez TIBCO, nous avons lancé notre première offre de framework pour le serverless en 2016. Aujourd'hui, donc, on est toujours en haut de la vague des attentes, puisque depuis plus d'un an, en 2019 et encore très récemment, début juillet 2020, Gartner positionne le serverless au sommet de la vague des attentes. Donc, cela veut dire que si on suit cette évolution, d'après Gartner, on risque de passer ensuite sur une phase de désillusion, puisque probablement, parmi toutes les attentes actuelles, certaines sont probablement irréalistes. Et l'objectif de ce webinaire, ça va être évidemment de vous convaincre de l'intérêt du serverless, mais surtout de vous éviter de passer par cette phase de désillusion et que donc vous ayez des attentes raisonnables du serverless, afin que vous puissiez tout de suite passer à une phase d'adoption du serverless avec des résultats à la hauteur de vos attentes. Qu'est-ce que le serverless? Alors, est-ce que serverless veut dire pas de serveur? Non, évidemment, et c'est une erreur trop communément faite, puisqu'il y a toujours besoin de serveurs quelque part. Ce que veut dire serverless, c'est qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de ces serveurs. Le serverless permet de ne pas du tout avoir à se préoccuper du provisioning et de la gestion de l'infrastructure. Et le serverless, inversement, va permettre aux développeurs de se concentrer sur ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire écrire du code. Donc maintenant, regardons ce que cela veut dire plus en détail. Donc, serverless permet d'exécuter les fonctions des applications sans qu'il y ait besoin de s'occuper d'infrastructures. Il n'y a ni besoin de planifier des ressources, de les allouer, de les provisionner, de les mettre à l'échelle, scale up, scale down. Pas non plus besoin de gérer des serveurs, des processus, des machines virtuelles, des conteneurs, etc. Et il va s'agir habituellement d'un service proposé par un cloud service provider tel que Amazon avec AWS, Microsoft avec Azure ou Google avec Google Cloud Platform. Donc le serverless, on l'a dit également, ça n'est que du code qui s'exécute uniquement à la demande, en réponse à une requête ou à la réception d'un événement.
Et très souvent, ce code va utiliser d'autres fonctions, d'autres services cloud, par exemple une base de données, un service d'authentification, etc., que l'on appelle back-end as a service. Maintenant que nous avons vu ce qu'était le serverless, intéressons-nous aux avantages qu'il apporte. Donc, on a vu que le serverless signifie qu'il n'y a pas à se préoccuper de l'infrastructure. Le premier bénéfice qui en découle, c'est une scalabilité virtuellement infinie et quasi immédiate, puisque la fonction déployée dans un environnement serverless va avoir son nombre d'instances automatiquement et quasi instantanément adapté en fonction du nombre d'appels ou de réceptions concurrentes d'événements. Il faut néanmoins savoir, suivant le cloud utilisé, il peut y avoir des limites. Chez Amazon, suivant la région, la limite sera de plus 500 à plus 3000 nouvelles instances par minute. Et en découle également une haute disponibilité implicite, puisque pour avoir de la haute disponibilité, vous n'avez rien à prévoir dans l'infrastructure. Il y aura toujours une instance qui sera là lorsqu'il y aura un événement qui va arriver. Ensuite, l'avantage majeur du serverless, c'est le coût, puisque la facturation se fait en fonction du nombre d'invocations de la fonction et de sa durée d'exécution. Et pour la durée d'exécution va être très précise, on va la compter en millisecondes, par exemple par palier de 100 millisecondes, donc en millisecondes et non pas en heures ou en jours. Et on ne paye que si la fonction s'exécute, donc en fonction uniquement de ses besoins d'infrastructure. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer pour de l'infrastructure que vous n'utilisez pas, donc si votre fonction ne s'exécute pas, eh bien, vous ne payez rien. Donc, un mode de facturation qui est plutôt intéressant, uniquement à l'utilisation, et puis surtout, et on va le voir ici, qui est très peu cher. Donc, je vais sur ce site web, serverlesscalc.com. La première chose qu'on voit, c'est que jusqu'à 1 million d'exécutions par mois et un certain temps d'exécution, donc chez Amazon, 400 000 gigaoctets secondes de temps de calcul. Donc, le premier million d'exécutions par mois, il est gratuit. Et ensuite, au-delà de ce premier tiers gratuit, eh bien, on voit que c'est très peu cher. Si je prends ici donc 1 million d'exécutions, 100 millisecondes par exécution, ma fonction a besoin de 128 mégaoctets de mémoire, on va payer suivant le fournisseur entre 21 et 63 cents au total. Donc, si je prends Amazon, 41 cents, ça veut dire 36 centimes d'euros pour 1 million d'exécutions. Et c'est exactement lié au nombre d'exécutions, au nombre d'appels et à la durée. Donc, si je passe ici de 1 million à 10 millions par mois, bien, je multiplie uniquement par 10. Donc, on peut prévoir les coûts d'exécution. C'est exactement lié au nombre d'appels et à la durée. Donc, pour être exact, ça prend également en compte la mémoire. Plus j'ai besoin de mémoire, plus le coût de la durée d'exécution va être cher. Et puis, comme pour tous les services cloud, il y a des coûts réseau. Donc, coût très peu cher. Et pour finir sur le sujet coût, puisqu'on n'a pas à se préoccuper de l'infrastructure, du provisioning de l'infrastructure, de sa gestion, etc., on va avoir des coûts d'administration quasiment nuls. Donc, en résumé, scalabilité virtuellement infinie et des coûts d'opération très faibles. On a vu également que serverless signifiait exécution de code à la demande. Et puisqu'il n'y a pas besoin de se préoccuper de l'infrastructure, le développeur va pouvoir se concentrer exclusivement sur ce qu'il sait faire de mieux, écrire du code, et donc ne se préoccuper que de la logique métier de la fonction qu'il souhaite implémenter. Et ça va également permettre d'améliorer l'agilité, puisque le déploiement de nouvelles fonctions pouvant être fait sans se préoccuper de l'infrastructure, donc on sait implémenter, déployer une nouvelle fonction beaucoup plus rapidement, et ajouter une granularité qui est vraiment celle de la fonction, donc une granularité très faible, ça va permettre d'être très réactif aux besoins en cas de nouveaux besoins. Comme je l'ai dit rapidement au début, le serverless n'a pas néanmoins vocation à être la nouvelle architecture pour toutes les applications, et en particulier parce qu'en regard de ses avantages, il va avoir, dans certaines situations, quelques inconvénients. Le premier, c'est une adhérence relativement forte à la technologie serverless choisie, même si on verra plus tard, le choix du bon framework peut permettre de diminuer cette adhérence. Ensuite, la facturation se faisant en nombre d'invocations et en fonction du temps d'exécution, si on ne connaît pas précisément ces chiffres à l'avance, alors le coût total ne peut pas être prévu. Alors évidemment, on peut définir des limites chez le Cloud Service Provider, mais ça veut dire qu'on va avoir une limite, on va arrêter de traiter les événements. Ensuite, la durée d'exécution d'une fonction va être limitée. Par exemple, chez Amazon, la limite sera de 15 minutes maximum pour l'exécution d'une fonction. Et de même, la mémoire est limitée. Toujours chez Amazon, la limite est par exemple de 3 gigaoctets. Et enfin, si j'ai dit que l'instanciation était quasi instantanée, il faut quand même savoir qu'elle peut prendre jusqu'à quelques dizaines, quelques centaines, parfois millisecondes, en fonction de la taille de la fonction, ce qui peut être problématique pour des besoins de très faible latence. Pour le développeur, les inconvénients peuvent être d'abord une complexité architecturale, puisqu'une application peut se décomposer en dizaines de fonctions et s'appuyer sur tout un tas de services back-end tiers. Il y a également une limitation des possibilités de configuration et de contrôle de l'infrastructure, une dépendance au langage supporté par la plateforme serverless. Et enfin, mais ça peut aussi être pris comme un avantage,
Puisque la facturation se fait à la durée précise d'exécution, l'optimisation du code va être la clé pour diminuer les coûts. Donc, de par sa nature, exécution de code à la demande, stateless, durée d'exécution limitée, le serverless ne va pas convenir, je pense que vous l'avez compris, à tous les cas d'utilisation. Et pour bénéficier au mieux de ces avantages, scalabilité virtuellement infinie, très faible coût d'opération, certains cas d'utilisation vont se distinguer. Le premier moyen de les identifier, c'est de trouver ceux qui ne nécessitent pas qu'un serveur fonctionne en permanence. Par exemple, lorsque la charge est liée à des événements, ou lorsque la charge est volatile, liée à des requêtes occasionnelles, ou à un trafic non homogène et non prévisible. Avant de lister des cas d'utilisation plus précis, j'ai trouvé intéressant de regarder les prédictions des analyses. Donc ici, celle de Gartner. Donc, ils nous disent que là où aujourd'hui 20% des entreprises mondiales ont déjà recours au Function Platform as a Service, donc, qui repose sur du serverless, donc 20% aujourd'hui, et elles seront là 50% d'ici à 2025. Donc, passons maintenant au cas d'utilisation plus précis. Donc, sur la base de ce que je vous ai présenté plus tôt, donc les avantages et inconvénients, voilà, il y a certains cas d'utilisation qui vont être particulièrement adaptés au serverless, entre autres le back-end d'une application mobile, d'une application web ou d'un robot. Pour un site web statique qui ferait appel à des API dynamiques ou un formulaire de contact, des API dynamiques étant derrière des fonctions serverless, du traitement de fichiers, du traitement de données, et tout ce qui touche à l'Internet of Things, puisque l'on reçoit des événements. Donc, dans la démonstration que je vous ferai plus tard, on va se baser sur deux de ces cas d'utilisation, le back-end pour un robot conversationnel et le traitement d'événements liés à l'IoT. Je vous ai parlé du serverless en général, j'ai mentionné quelques acteurs du cloud, mais le paysage des acteurs autour du serverless s'élargit de jour en jour et l'écosystème est maintenant très riche. La Cloud Native Computing Foundation tient un jour sur son site une carte cliquable des principaux acteurs. Vous pouvez y accéder sur s.cncf.io. On y voit que les outils, donc en haut à gauche, ils sont nombreux, qu'il y a également plusieurs frameworks, tels que TIBCO-Flogo, dont je vous parlerai juste après, et qu'il y a également de très nombreuses plateformes d'exécution, qu'elles soient hostées, c'est-à-dire disponibles dans un cloud public, Amazon, Google, Microsoft, ou installables, par exemple, dans votre data center ou dans votre cloud privé. Donc pour terminer ce webinaire, je vais vous présenter rapidement TIBCO-Flogo, et ensuite on l'utilisera pour une démonstration avec Amazon Lambda. En 2016, nous avons, chez TIBCO, lancé Project Flogo, qui est un framework open source pour des applications event-driven et qui peut être déployé dans des conteneurs, sur des équipements IoT et en serverless. C'est ce mode de déploiement, le serverless, auquel on va s'intéresser aujourd'hui. La première caractéristique de Flogo, c'est sa très faible empreinte mémoire qui provient de l'utilisation du langage Golang. En comparaison à une application qui sera écrite en Java ou en Node.js, la même application écrite avec Flogo aura une empreinte mémoire de 20 à 50 fois plus faible. Et pour le serverless, c'est très important, puisque comme on l'a vu, le coût d'exécution du serverless est lié à la mémoire nécessaire et surtout au temps d'exécution. Et qui dit faible empreinte mémoire, dit chargement ou instanciation plus rapide, et donc exécution plus rapide, donc coût plus faible. Sur la base de ce projet open source, TIBCO propose également une version entreprise de Flogo, TIBCO Flogo Enterprise, qui va donc être supportée par l'éditeur et qui va aussi apporter un environnement de développement plus riche, une intégration native aux plateformes serverless, telles que Amazon Lambda, des outils pour accélérer le développement, le test, et plus de 50 connecteurs qui s'ajoutent aux 800 connecteurs déjà disponibles en open source. L'autre avantage de Flogo, c'est que la même application Flogo va pouvoir être déployée dans un conteneur, dans votre data center ou dans un cloud privé, ou un cloud public, en plateforme as a service avec TIBCO Cloud, ou sur une plateforme serverless, telle que Amazon, Microsoft ou Google, ou sur un équipement IoT. Parmi les plateformes serverless, Flogo s'exécute nativement sur AWS Lambda, c'est ce qu'on va utiliser dans la démo qui va suivre, mais on peut également le déployer sur Google Cloud Run ou Microsoft Azure Functions. Pour la démonstration qui va suivre, j'ai préparé deux cas d'utilisation. Le premier, qu'on va réaliser de bout en bout, qui est un back-end pour un robot conversationnel. Et ensuite, en se basant sur cet exemple, on fera une rapide comparaison de coûts pour comparer déploiement traditionnel et serverless. Et un second cas d'utilisation que nous parcourrons, qui traite des événements issus de l'IoT. Donc voici le premier cas d'utilisation, donc un back-end pour un robot conversationnel. On reçoit depuis le robot une demande de paiement de facture. On a le numéro de la facture. Donc, la première chose qu'on va faire, on va aller
interroger le système de facturation pour avoir les détails de la facture, en particulier récupérer le montant de la facture. Et ensuite, on appelle un système de facturation pour procéder au paiement de cette facture. Et si tout s'est bien passé, on construit un message qui sera retourné, lu ou écrit par le robot. Donc pour cette démo, ce qu'on va faire, on va d'abord importer les spécifications des API du système de facturation et du système de paiement. On va, pour ces API, créer des mock applications, c'est-à-dire des simulateurs, des bouchons, pour ne pas avoir besoin de s'intégrer avec un réel système de facturation ou bouchon dans le cadre du développement, ici dans le cadre de la démo. Et puis ensuite, on va construire notre flow, qui sera donc 3 étapes. Appeler le système de facturation pour récupérer le montant de la facture, procéder au paiement en appelant le système de paiement, et si tout s'est bien passé, construire un message de réponse qui sera retourné par le robot conversationnel. Donc je vous propose d'aller, pour cette démonstration, on va utiliser donc TIBCO Cloud, qui est la version plateforme as a service de TIBCO, dans laquelle on retrouve également Flogo. Donc première chose, je vais donc dans la partie intégration, et avant de commencer à construire mon application, je vais importer les spécifications des API du système de facturation et du système de paiement. Donc, pour ça, je peux tout simplement importer les spécifications d'API en donnant leur URL. Donc ici, je vais utiliser des spécifications standardisées dans le monde des télécoms. Le Telemanagement Forum, qui standardise beaucoup de choses pour les opérateurs télécoms, a standardisé les API d'un système de facturation et d'un système de paiement. Donc, on va utiliser ces spécifications d'API. Donc, je les importe depuis l'interface TIBCO Cloud. Je peux donc toujours depuis TIBCO Cloud parcourir ces API pour les découvrir. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est le get bill et get customer bill en fonction de l'identifiant de la facture. Donc voilà ce qui va m'intéresser. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais créer une mock application, c'est-à-dire un bouchon, un simulateur de système de facturation qui aura la même API. Donc je crée ma mock application. Donc on a dit ce qui nous intéressait, c'était le get bill, get customer bill en fonction de l'ID. Donc ici, je génère juste la réponse en fonction du schéma. Donc j'ai une réponse qui sera statique, je vais la modifier un petit peu, je vais dire que ce sera toujours 42 €. J'aurais pu faire quelque chose de plus dynamique. On peut faire des réponses, on peut configurer des réponses dynamiques, par exemple en les configurant avec un script en JavaScript. Ici, on fait au plus simple avec une réponse qui sera statique. Dernière chose, je vais récupérer, copier-coller le endpoint de ma mock application puisque j'en aurai besoin plus tard. J'ai fait la même chose également déjà pour le système de facturation, donc on peut maintenant créer notre application. Donc, je vais donc créer mon flux, mon application, donc je lui donne un nom. Ensuite, je vais créer le flux de cette application. Et donc, je lui donne également un nom à mon flux. Et la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va définir les entrées et sorties du flux. Donc, pour ça, j'ai deux façons de faire. Pour l'entrée, je vais le définir en copiant-collant un schéma déjà fait. Ici, ce qui m'intéresse, c'est l'identifiant de la facture, qui est une chaîne de caractères. Et pour la réponse, donc un message, pour vous montrer, je ne vais pas mettre le schéma, je vais mettre un exemple de message qui va être automatiquement converti en schéma. Donc, en retour, on doit construire une chaîne de caractères. Maintenant, je vais sélectionner ce qui va déclencher mon flux, donc un événement lambda. Je donne ma connexion Amazon pour le déployer dans Amazon. Je donne le schéma qui ici provient du robot conversationnel que je vais utiliser. Donc, on va utiliser Amazon Lex, donc le chatbot d'Amazon. Et donc, il y a un schéma ou un exemple de message typique. Donc ici, la seule chose qui va nous intéresser, c'est que ce message va contenir Bill ID, donc qui sera une chaîne de caractères qui sera le numéro de la facture. Donc ça tombe bien, on en a besoin comme entrée dans le flux. Et puis, je vais également indiquer quel est le message de sortie attendu par le chatbot. Donc à nouveau, je vais copier-coller le message. Donc d'abord, Bill ID, donc soit je le recherche, soit je navigue, soit je le recherche. Donc dans Bill ID, je vais mettre le Bill ID qui vient du robot. Et pour la réponse, donc je copie-colle le message attendu par le chatbot en réponse. Et puis, on va faire le mapping. Alors, pour aller vite, on va faire certains mappings en dur en mettant des valeurs. On va dire que tout se passe toujours bien, que la conversation avec le chatbot peut être terminée. Et on va juste mettre une valeur dynamique qui est celle qu'on va construire, le message. Voilà, donc on a terminé avec notre événement de déclenchement du flow. On a défini les entrées et sorties de notre flow. Donc maintenant, on peut le
et finir. Première étape, on appelle l'API du système de facturation. Donc, c'est un appel REST. Donc, je choisis l'appel REST. Je mets le endpoint de ma mock application. J'aurais pu en faire une variable globale. Et ce que je vais devoir passer, c'est le bill ID. Donc, pour ça, je vais juste faire le mapping entre le bill ID que j'ai en entrée de mon flux et je vais le mapper dans le bill ID attendu par l'appel d'API, tout simplement. Je vais également préparer le mapping de la réponse. Donc pour ça, je vais juste donner un exemple de réponse retournée par le système de facturation. Ça me sera utile plus tard pour pouvoir récupérer, avoir parsé et récupérer les valeurs qui m'intéressent. Et je termine en donnant un nom à cette première activité. Donc ensuite, deuxième activité, ce sera appeler le système de paiement. À nouveau, appel d'API REST. Donc ce sera un appel de type POST. Et je vais copier-coller l'URL de l'application ou de la mock application ici de mon système de paiement. J'ai besoin de copier-coller également le schéma attendu. Je mets le schéma. Ici, le mapping, pour aller plus vite, puisque j'ai une mock application qui ne ferait vraiment rien pour le système de paiement, je vais passer sur le mapping. On ne va pas faire de mapping, ça fonctionnera quand même. Et je vais juste en fait donner un nom à cette activité. Et la dernière chose à faire, c'est de construire le message que l'on souhaite retourner. Donc ici, je retourne un message donc, qui est une chaîne de caractères. Et donc là, j'ai différentes fonctions. Donc je découvre, ce qui m'intéresse, c'est de concaténer des chaînes de caractères. Donc je découvre la fonction concat. Je mets en ligne, donc ça m'aide à construire. Donc je vais commencer par concaténer des chaînes fixes. Votre numéro de facture, je mets le numéro de facture. Ensuite, par exemple, on va mettre le montant de la facture. Alors ici, puisque c'est un entier, j'ai besoin de le convertir en chaîne de caractères. Donc j'utilise la fonction qui permet de le faire. Donc je vais convertir l'entier retourné par l'appel au système de facturation. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'ai cliqué deux fois, donc j'ai deux fois la même chose, ça ne va pas marcher. Et puis, on va ajouter ensuite, par exemple, la monnaie, donc, euro, dollar, etc. Et puis, pour finir, on va dire que la facture numéro tant de tel montant a été payée. Voilà, donc j'ai construit le message quand tout se passe bien. On va très rapidement voir comment on pourrait gérer les cas d'erreur. Par exemple, si on n'a pas trouvé la facture, donc on va faire une branche. Admettons, si on ne trouve pas la facture, on va retourner un message disant qu'on n'a pas trouvé la facture. Et puis, je vais vous montrer très rapidement comment on peut mettre des conditions. Donc, la condition, pour aller dans cette deuxième branche, donc soit c'est en cas de succès, soit en cas d'erreur. Ça peut être en cas de succès avec des conditions. Dans les conditions, j'ai accès à tous les paramètres disponibles dans le flux. Donc, pour aller plus vite, ici, je vais dire, je vais là uniquement en cas d'erreur. Et maintenant, depuis la même interface, on va pouvoir donc tester. Donc, c'est ce que l'on va faire maintenant. Donc, les trois prochaines étapes, ce sera, donc, on va tester notre flux. On va ensuite le déployer dans Amazon Lambda. Et puis, on va le tester dans Amazon Lambda et l'associer à un chatbot, Lex. Et puis, on va exécuter le chatbot. Donc, si l'on reprend, donc je teste. Pour ça, je peux, depuis la même interface, créer un événement de test. J'ai juste besoin de donner un identifiant de facture, 1, 2, 3 par exemple. Et là, je vois que j'ai les logs d'exécution de ma fonction. Je vois que j'ai appelé le système de facturation puis système de paiement et que le message a été généré comme je le souhaitais. Ma fonction fonctionne comme attendu. Je peux maintenant la publier vers Amazon Lambda. Pour ça, j'ai juste besoin de cliquer sur le bouton Push. Ici, ce qui est fait, donc là, je le fais depuis l'interface web. Je pourrais le faire en ligne de commande, que ce soit en utilisant Typo Cloud ou même avec Typo Flow Enterprise ou la version open source. On peut également le faire en ligne de commande. Donc, j'ai pas besoin de créer d'instance puisque l'instanciation se fera automatiquement, mais là, je finis le déploiement de ma fonction vers Amazon Lambda et au bout de quelques secondes, ma fonction est déployée dans Amazon Lambda. Voilà, elle est ici. Et première chose, on va donc la tester. Pour ça, j'ai donc créé un événement de test en fournissant un message qui serait similaire à celui qui viendrait du chatbot. Donc voilà, je copie-colle ce qu'il y a dans le chatbot, je mets un numéro hasard de facture et je vais pouvoir tester. Tout est vert, donc ça veut dire que tout s'est bien exécuté. Donc je vois le bon message qui s'affiche. En dessous, dans les logs, je vois que j'ai bien appelé mes deux API du système de facturation et du système de paiement. Et puis surtout, je vois que la durée d'exécution était de 25 millisecondes. Donc je suis en dessous du premier palier de 100 millisecondes. Donc, ça va coûter très peu cher. Maintenant, on va aller voir dans le chatbot. Donc j'ai déjà configuré. Donc si on dit paye my bill, paye ma facture, le chatbot va demander le numéro de la facture. Et une fois qu'il y a le numéro de la facture, il va appeler la fonction. Donc là, je dis que je vais souhaiter utiliser la fonction lambda que je viens de déployer.
Je peux maintenant donc construire mon chatbot. Ça prend à nouveau quelques secondes avant de pouvoir le tester en ligne depuis l'interface de configuration. Voilà. Donc, si je dis Pay my bill, eh bien, il va me demander le numéro de facture, je lui donne. Et une fois qu'il a le numéro de facture, il appelle la fonction lambda, qui appelle le système de facturation, puis qui procède au paiement. Et puis, on retourne un message. Voilà, donc ça s'est bien passé. Et ce même chatbot, après, je peux l'intégrer sur un site web, dans une application, etc., sur Facebook ou autre. Voilà, donc tout fonctionne comme attendu. Donc voilà pour ce premier exemple avec d'un back-end pour un chatbot conversationnel. Parfaitement, donc le serverless est parfaitement adapté à ce type d'utilisation, puisqu'on ne sait pas quand vont venir, quelle sera l'utilisation, elle ne sera cependant pas homogène, elle sera très disparate suivant les périodes du mois, il y aura des moments sans aucun appel et puis des moments avec des pics, donc le serverless va être très adapté. Et ce que je vous propose, c'est, sur la base de cet exemple, de faire une comparaison juste pour avoir les ordres de grandeur. Le but n'est pas d'avoir des chiffres exacts, mais d'avoir vraiment l'ordre de grandeur. Donc, imaginons qu'on a besoin d'un million de requêtes par mois et d'un déploiement qui offre une haute disponibilité. Donc, avec un mode de déploiement qui serait par exemple des instances Amazon en EC2, le coût minimum, vraiment minimum, ce sera 10 $ par mois pour 2 instances, voilà le dispo, mais plus probablement proche de 40 $ pour avoir un dimensionnement plus réaliste. Et là, ici, j'ai pris un engagement d'1 an pour avoir des prix vraiment les plus avantageux. Si j'avais des conteneurs avec Amazon Fargate, ce serait plus proche de 65 $ par mois, auxquels il faudrait ajouter des coûts de provisioning, d'administration, de balancing, etc. Alors qu'avec Amazon Lambda, eh bien, ce sera uniquement pour ce 1 million d'exécutions, 41 cents, c'est-à-dire 36 centimes d'euros par mois, soit de l'ordre de 100 fois moins cher. Donc voilà notre deuxième cas d'utilisation. Donc ce sera le traitement d'événements issus de l'IoT. Donc ce qu'on va faire, la première chose, on va recevoir un événement qui proviendra d'un événement IoT, d'un équipement IoT, qui va contenir, on le verra plus tard, donc une date, un identifiant d'équipement, puis surtout ce qui va nous intéresser, c'est le type de l'équipement, le type de la mesure et la valeur de la mesure. Donc voilà l'événement qu'on va recevoir. On va aller interroger une base de données, ici Amazon DynamoDB, et pour aller récupérer pour le type d'équipement et le type de mesure, quels sont le seuil, quelle est la plage normale pour la mesure. Donc on va récupérer un seuil haut et un seuil bas. Si on est au-dessus du seuil haut ou en dessous du seuil bas, ça veut dire qu'on n'est pas dans la plage normale. Et dans ces cas-là, on renverra une erreur. Je vous propose donc d'aller regarder l'implémentation de ce flux dans Flogo et ensuite dans Lambda. Donc pour ça, j'ai donc déjà créé le flux. La première chose, c'est que je reçois un événement, un trigger Lambda. Ici, ce qui m'intéresse, c'est l'événement que je reçois. Donc, il contient le type d'équipement, le type de mesure et la valeur de la mesure. Donc, c'est ce que je vais utiliser plus tard pour aller interroger ma base de données. Première étape dans le flux, donc je log les mesures reçues. Et puis, j'ai utilisé un adaptateur qui est déjà disponible dans TIBCO Cloud Integration, qui est l'adaptateur qui est déjà tout fait pour interroger Amazon DB. Donc, j'ai juste à lui donner mes identifiants de connexion à Amazon et puis mes critères de recherche. Donc ici, ce sont le type d'équipement et le type de mesure. Et ce que je récupère, ce sont donc deux valeurs, le seuil maximum et le seuil minimum. Je les ai mappés dans deux variables. Donc le seuil minimum, je l'ai mappé dans une variable seuil minimum, que j'ai récupéré la même chose pour le seuil maximum. Et donc ensuite, je peux, donc, si j'ai rien trouvé dans la base de données, ce sera une erreur. Et ici, si la mesure est entre le min et le max, tout est bon. Ici, j'ai une première condition. Si la valeur est en dessous, alors donc, ce sera une erreur. Et si la valeur est au-dessus, ce sera également une erreur. Donc, dans ces cas-là, je retourne un code d'erreur, disant que la valeur est trop basse ou la valeur est trop élevée. Donc, voilà pour le flux que j'ai configuré. Je l'ai testé dans TIBCO Cloud Integration, il fonctionne. Je l'ai déjà publié dans Amazon Lambda, donc je vous propose d'aller directement dans la console d'Amazon Lambda pour aller regarder la fonction et pour la tester depuis Amazon Lambda. Donc, elle est déjà déployée. J'ai configuré des événements de test. Donc, dans ma base de données, pour ce type d'équipement, le minimum est 20 degrés et le maximum est 100 degrés. Donc, 70 degrés, c'est dans les marges. 105 degrés, ce sera au-dessus. Et 5 degrés, ce sera en dessous. Donc, si je teste, avec la mesure donc, de 70, donc code d'erreur 0, la valeur est bonne, elle est dans la plage de fonctionnement. Durée d'exécution 5 millisecondes.
Une mesure trop haute, toujours 5 millisecondes, j'ai le bon message d'erreur. Une mesure trop basse, là, un petit peu moins de 5 millisecondes, et toujours le type attendu. Et on voit bien dans les logs que j'ai interrogé ma base de données DynamoDB qui va retourner le seuil, et ensuite j'ai fait la comparaison. Donc voilà pour ce que je souhaitais vous montrer sur ce deuxième exemple d'IoT. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est que vous continuiez vous-même à explorer TIBCO, et le monde serverless. Et pour ça, il y a deux choses très simples que vous pouvez faire. Vous pouvez soit télécharger TIBCO, donc qui est la version open source, entièrement gratuite. Donc vous allez sur flogo.io, vous aurez donc y télécharger TIBCO. Et dans la documentation sur le site web, vous trouverez un tutoriel avec un pas à pas très détaillé pour construire votre fonction serverless jusqu'au déploiement dans Amazon Lambda. Et l'autre option pour explorer le serverless et TIBCO, c'est de souscrire à une évaluation gratuite de 30 jours à TIBCO Cloud, qui est exactement la version que j'ai utilisée. Donc pour ça, il vous suffit d'aller sur cloud.tibco.com et puis de choisir l'essai gratuit. Avant de finir, donc ici on a parlé d'un sujet particulier qui est le serverless, mais TIBCO, le portfolio de TIBCO est beaucoup plus riche et il est organisé autour de 3 piliers. Je souhaite juste très rapidement vous présenter ces 3 piliers. Le premier qui est Connect, donc c'est tout ce qui est autour de la connectivité, de l'intégration. C'est ici qu'on retrouve ce que j'ai utilisé aujourd'hui, TIBCO Cloud Integration et le serverless, mais le portfolio dans ce pilier est beaucoup plus large. Deuxième pilier, Unify, qui est autour de l'accès aux données, de la gestion des données, de l'unification des données. Et le troisième pilier, Predict, qui est autour de l'analytics, de l'analyse des données, des actions sur les données. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce premier webinaire de la série TIBCO France Tech Talks. Et je vous invite à suivre les prochains épisodes. Donc au mois de septembre, nous vous parlerons de GraphQL et des nouvelles générations d'API. Et au mois d'octobre, nous vous parlerons de Service Mesh et des architectures cloud native. Merci et à bientôt.